fait l'honneur de répondre à notre invitation. C'est Patrice Neveu, sélectionneur de l'équipe nationale gabonaise depuis plus d'un an aujourd'hui. Avant d'aborder les sujets du jour, petit détour pour parler des ambitions du sélectionneur, ses attentes, le potentiel de son équipe et le nouvel environnement, mais aussi un côté peu connu de l'entraîneur français, Patrice Neveu, vu par Pablo Musonji-Nkoma. S'il y a un premier motif de fierté pour Patrice Neveu, c'est d'avoir été choisi parmi une shortlist inédite de près de 100 prétendants. Un choix de la Fega Foot, pas du tout fortuit. L'ancien entraîneur d'Oroya est un vieux baroudeur du continent. Il est passé par les Léopards du Congo, le Sili national de Guinée, la Mauritanie, sans oublier cette aventure en Copa América avec les Haïtiens. Le Français de 66 ans atterrit donc à la tête des Panthères avec l'ambition absolue de qualifier l'équipe pour la prochaine CAN au Cameroun et la Coupe du Monde au Qatar. Les premières sorties peuvent entretenir le rêve avec 4 matchs pour 3 victoires et 1 nul. Patrice Neveu ne manque pas non plus d'arguments sportifs et Kole Manga, Pinango, Ibrahim Ndong, Poko, Bouanga, Aubameyang, Kanga, bref, la liste n'est pas exhaustive, une base de l'équipe qui évolue en première division en Europe pour la plupart, qui ont gagné à maturité. Il faut bâtir un groupe solide et homogène, même si la crise sanitaire s'est invitée aux multiples projets des Neveux, cassant un peu l'élan d'une équipe visiblement épanouie du fait d'un projet parfaitement assumé par les leaders. La génération Aubameyang, qualifiée de dorée, rêve aussi des titres. Cette conjonction d'énergie positive vient quelque peu simplifier la tâche à Patrice Neveu. Le Français a réussi, grâce à sa rigueur professionnelle, à maîtriser son groupe. Les joueurs se sont donc appropriés le projet. Parlant de la CAN, c'est qu'il faut remporter la double confrontation face à la Gambie pour voyager sereinement à Luanda. Dans tous les cas, le Gabon a son destin dans les pieds. Toujours est-il que le sélectionneur qui a choisi vivre la crise sanitaire aux côtés de son employeur n'échappe pas à certaines interrogations. Comment vivre l'incertitude née de l'arrêt des compétitions et cette reprise pas toujours lisible? Comment entretenir la flamme auprès des joueurs confrontés eux-mêmes à leur propre avenir avec des fortunes diverses? Comment renouveler les écuries dans une concurrence qui s'annonce saine? Autant de questions soumises à l'expertise de Patrice Neveu. Ce passionné de la collection des anciens ballons et anciens maillots de foot tentera d'apporter des réponses à l'équipe de Gabon Sport. J'aime bien la fin de cette analyse de Pablo Musonji-Nkoma. On vous connaît sur le continent. Par contre, ce qui est moins connu, c'est cette passion pour la collection. Oui, depuis très très longtemps, je collectionne principalement, je dirais, les anciens ballons, notamment des Coupes du Monde depuis 1930. Donc j'ai une collection assez importante. Collectionneur, parce que c'est une passion, ça déborde toujours. J'ai beaucoup aussi d'anciennes chaussures. Bon, tout ça, ça fait partie aussi de... Comment dirais-je? On a tendance à oublier d'où est parti le football. Aujourd'hui, on est dans un football business qui a complètement muté, et c'est bien aussi au niveau des mentalités. Mais l'évolution du football passe aussi par l'évolution du matériel. Il faut savoir qu'autrefois, les chaussures étaient extrêmement lourdes, les ballons extrêmement lourds aussi. Et tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'un technicien doit connaître. Et puis en fait, j'ai beaucoup d'images du passé, et c'est pas que je vis dans la nostalgie. Mais quel est votre plus bel objet dans votre collection? J'ai les premières chaussures, j'ai les deux ballons. J'ai les deux ballons de la première Coupe du Monde, c'est-à-dire ça a été l'Argentine qui jouait contre l'Uruguay. Il faut savoir qu'il y a eu 2 ballons à cette finale. L'Argentine est arrivée avec son ballon et l'Uruguay avec son ballon. Ils ont tiré à la pièce un des ballons. Bon, c'est pas les ballons officiels que moi j'ai, parce que c'est des prix monstrueux, mais j'ai réussi sur un collectionneur en Angleterre à récupérer le dernier. Donc j'ai ces 2 ballons. Et puis j'ai les premières chaussures Adidas de 1954 à crampons vissés, mais qui étaient des crampons en cuir pour mieux tenir sur le terrain. Enfin, ça peut paraître un peu drôle, mais ouais, je trouve que c'est des objets magnifiques, et pour rien au monde
je les vendrai ou quoi que ce soit. Si vous les vendez, vous pourrez avoir jamais une belle cagnotte. Voilà, allons-y pour les débats du jour. Comme plusieurs grands événements sportifs dans le monde, en raison de la crise sanitaire mondiale, la Total Cameroun 2021 a été reportée en 2022. La décision a été, on peut le dire, inéluctable. Comment Patrice ne va accueillir cette décision de la Confédération africaine de football? Il fallait, déjà comme vous le dites, c'est une décision logique, il fallait, vu l'évolution de la pandémie et des événements dans le monde, ça ne pouvait être autrement. Après, le technicien sélectionneur, je m'étais préparé à ça, et de suite, ma réaction, c'est de rendre positive cette décision. Donc comment la rendre positive pour pas non plus... comment dirais-je, mettre un frein à notre dynamique. Donc on aura plus de temps pour nous préparer, ça c'est un bon point. Après, c'est vrai qu'on était, comme je le dis, sur une bonne dynamique. Cette dynamique ne doit pas s'arrêter, pour ça je veux garder un contact permanent avec mes joueurs et qu'il n'y ait pas de coupure au niveau affectif et au niveau de ma présence à leur côté. Gérer aussi l'intersaison afin de ne pas perdre de joueurs de motivation au niveau des joueurs majeurs. On sait que les intersaisons sont parfois difficiles à gérer pour les joueurs. On voit Mario qui est à Galatasaray, que j'ai de temps en temps au téléphone, qui est une situation qu'il doit gérer, et un tas d'autres joueurs. Et après, le côté un peu qui doit pouvoir aussi m'aider, il faut savoir que depuis mon arrivée, j'ai pas pu travailler avec les joueurs locaux. Le championnat a débuté tardivement. Il s'est arrêté avec la pandémie. Donc ça veut dire que si les mesures de prévention se lèvent, on espère que le championnat va reprendre. Cette fois, j'aurai plus de visibilité pendant un an pour pouvoir voir les joueurs locaux et puis faire un travail de ce côté-là. Ça doit permettre aussi, avec le temps, longueur du temps, de quelques jeunes de s'épanouir et de faire aussi se rapprocher des titulaires et de gagner pourquoi pas une place, donc d'augmenter la concurrence et d'augmenter mon potentiel d'équipe. Hormis suivre les joueurs tout au long de l'intersaison, on n'a pas entendu parler de programmation, par exemple, de matchs. C'est extrêmement difficile, les programmations, on les prépare. Moi, j'espérais, il faut savoir que pendant la période du Covid, moi j'ai un contact permanent quand même avec ma fédération, mon président et ses membres, monsieur le ministre également, et que ça aussi c'est important. Faut pas créer de coupure, même si le quotidien est un peu compliqué. On a essayé de programmer pour septembre. La FIFA a décidé qu'elle ne libérerait pas, qu'elle ne ferait pas libérer les joueurs des clubs auxquels ils appartiennent. Donc on peut pas jouer en septembre. Sinon on avait programmé de faire des matchs amicaux en Europe. Octobre, on attend la décision. Et novembre, on attend la décision. Donc on a un peu, c'est pas un peu, on est pendu à la décision de la FIFA pour savoir exactement quand est-ce qu'ils vont nous donner la possibilité d'avoir nos joueurs pour évoluer en sélection. Malgré le fait que les championnats soient vers la fin et que vous n'ayez pas pu vous déplacer, par quel autre moyen êtes-vous en contact avec des joueurs pour éventuellement renforcer votre groupe? Les jeunes joueurs, je les connais. Je les suis, j'ai un outil, là en ce moment ils ne jouent pas, donc c'est extrêmement bloquant pour eux et pour moi également. Il n'empêche que je dois suivre leur transfert et les décisions qu'ils prennent pour aller dans notre club. Après j'ai mes informations avec les entraîneurs les clubs dans lesquels ils évoluent. Après je peux pas avoir non plus plus de visibilité, c'est pour ça que on a quand même... Il faut pas se précipiter et s'angoisser par rapport à l'avenir. On sait qu'on a un groupe de base assez solide. Maintenant, je le dis, pour le suivi, j'ai Wisecout qui me permet de suivre... il y a Gaylor qui a eu... En Tchécoslovaquie, ils ont joué régulièrement, donc je peux voir tous les matchs assez facilement, puisque j'ai un outil que ma fédération a mis à ma disposition pour pouvoir suivre dans le monde entier tous mes joueurs.
Oui, on rappelle pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun, le Gabon affronte la Gambie et les Gambiens sont leaders du groupe D. La Gambie avec 4 points et un meilleur goal avérage. Le Gabon 4 points également avec un +1. La RDC 2 points. La Gambie, c'est un adversaire qui faisait peur. On a vu ses résultats contre son match nul, arraché contre la RDC à domicile. Et puis, cette victoire à l'extérieur contre l'Angola, c'est un adversaire qui faisait peur à l'opinion. Le temps est passé. Est-ce que Patrice Neveu partage cette peur de l'opinion? Respecter l'adversaire, ça fait partie de nos principes. Peur, non. Je pense que c'est un adversaire qui est réellement à notre portée. Par contre, avec le report, ça n'a pas changé? La donne n'a pas changé? Non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'il faut le prendre, surtout le prendre avec ses... Enfin, pour l'aborder, parce que le technicien, il doit connaître les plus et les moins de l'équipe adverse. On sait que chez eux, ils sont extrêmement difficiles à jouer. Parce que ils ont un terrain qui est dans un état très très moyen, une pelouse très moyenne. Il y a un gros public et ils ont un style de jeu un peu à l'anglaise. Après, il faut déjà qu'on s'impose chez nous. Et pour s'imposer chez nous, ça veut dire faire valoir nos principes de jeu qu'on a pu commencer à mettre en place pendant les matchs amicaux, nos 2 premiers matchs éliminatoires. Et je dirais que on doit pas basculer dans un optimisme béat, mais on doit quand même être conscient qu'on a du potentiel et qu'on doit mettre la rigueur de notre côté pour éviter, je dirais, toute déconvenue, quoi. Le Gabon était sur une bonne lancée avec notamment cette victoire à domicile et ce nul à l'extérieur en RDC. Y a-t-il pas des craintes? Il n'y a pas eu un impact sur le report, sur l'effectif, sur cette dynamique? Moi qui suis en contact permanent avec les joueurs, je sais qu'il n'y aura pas d'impact négatif parce que les joueurs sont toujours dans le même esprit, c'est-à-dire avec le même état d'esprit. L'objectif, c'est de se qualifier pour la CAN et de tout faire pour aller au mondial. Donc, c'est pas qu'on est fataliste, mais la situation sanitaire était telle que dans leur club, ils l'ont vécu. Ils ont même pris, pour certains, une petite habitude de jouer à huis clos. Donc peut-être qu'on reprendra, nous, peut-être malheureusement à huis clos. On sait que c'est un autre contexte. Non, moi, ça ne me crée pas, je dirais, d'inquiétude majeure par rapport au report. Djibril Boigna. Oui, par rapport à l'effectif ou au groupe de Patrice Neveu, l'arrivée de la Covid a fait reporter des compétitions, parmi lesquelles la Coupe d'Afrique. Le Gabon a beaucoup de cas trentenaires. Est-ce que le fait qu'ils vont plus vers la fin et qu'il y ait report, c'est pas un problème pour vous? Pour moi, absolument pas. Dans la mesure où je sais qu'ils ont cette fraîcheur d'esprit et ce mental pour pouvoir... et cette volonté, c'est une génération, pour certains, c'est inévitablement, en parlant de logique, la possibilité d'aller au mondial. Et que le mondial, c'est tous les 4 ans. Donc après, pour certains, ce sera trop tard. Donc ce sont des compétiteurs, ce sont des joueurs qui ont l'habitude, je dirais, des grandes compétitions. Et qu'on n'a pas... leur esprit est extrêmement en ordre. L'âge, non, c'est pas du tout un souci, dans la mesure où vous voyez aujourd'hui Benzema qui brille au Real, il a 32 ans, Ramos c'est 33 ans, Pierre-Emerick c'est 30-31 ans, et Kolemanga ils sont dans les mêmes âges, donc il y a pas de... On n'a pas... L'âge c'est pas un curseur pour moi véritable au niveau de la décision d'un sélectionneur. Il y a des joueurs qui durent plus longtemps que d'autres. Il y en a qui sont usés plus rapidement. On sait que, par exemple, Platini a arrêté assez rapidement sa carrière parce qu'il était fatigué mentalement. Mais quand je vois Pierre-Emerick, Mario Lemina et Kolemanga, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'était son anniversaire, bon, ils ont une fraîcheur d'esprit exceptionnelle qui va leur permettre de jouer encore quelques années, quoi. Et on voit que Djibril évoque les cas et Kolemanga, un défenseur trentenaire, Aubameyang aussi, 31 ans aujourd'hui. Donc après avoir raté la CAN, le Gabon pourrait se qualifier
peut-être un peu plus tôt. Et cette qualification passe par la forme de son effectif, sans une volonté d'exclure les autres championnats. Cette semaine, focus sur les internationaux gabonais les plus en vue, et ils sont en Europe. Avec l'invité principal, Patrice Neveu, et mes confrères James Angelo Lundu de l'Union et Djibril Wagna de Nour TV, nous abordons le deuxième sujet du jour, direction l'Europe pour prendre les nouvelles des internationaux gabonais. Fin de saison pour certains, préparation de la saison à venir pour d'autres. Les internationaux gabonais vus par Patrice Neveu, et on s'intéresse tout d'abord à la fin de la Première Ligue et de la Super League. On file en Angleterre. Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang termine au milieu du tableau. C'est une fin de saison assez compliquée pour les Gunners. Pour l'équipe, oui. Pierre-Emerick qui fait une grande saison. On sait que le football, bon, c'est un sport collectif et que même si Pierre-Emerick est tributaire, je dirais bien évidemment, de ses partenaires, mais c'est lui qui tient un peu au niveau de l'efficacité. En tout cas, c'est lui qui tient Arsenal à bout de bras. On sait qu'il a marqué pratiquement plus de la moitié des buts en championnat. Dernièrement, avec son collectif, parce que je n'oublie jamais le collectif, c'est encore lui qui est allé chercher la qualification pour la finale. Donc Pierre, il fait encore une grosse saison. Maintenant, je sais qu'il a cette ambition aussi pour le Gabon, parce que on a le contact. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je dis bien que c'était à une période, tout était entre les mains d'Arsenal. Bon, il s'avère que quand un joueur frappe fort comme il l'a fait comme Manchester City, bah, la cote monte. Et manifestement, obligatoirement, il y a d'autres clubs qui se manifestent à côté. Après, c'est sa décision. Je pense qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi son bien-être. Il va prendre tout en considération. Puis après, on sait aussi qu'il a son papa à côté de lui, qui est pour beaucoup aussi dans sa magnifique carrière. On revient sur la saison, la fin de saison difficile des Gunners. On sait qu'il y a eu pas mal de changements, notamment d'entraîneurs à la tête de l'équipe. Est-ce que ça a un peu joué sur la qualité de l'effectif, sur la stabilité du groupe? Oui, je pense que il y a eu l'ancien entraîneur du PSG, Emery, qui a remplacé Arsène Wenger. Il n'est pas évident de passer derrière Arsène, qui avait, je dirais, depuis 23 ans, qui était au club, donc il maîtrisait les transferts, il maîtrisait l'achat, les ventes. On sait aussi que un entraîneur, dans un grand club, il doit avoir cette qualité aussi pour faire valider, pour faire venir des grands joueurs, pour retenir ses meilleurs joueurs, savoir sans doute en faire partir. Est-ce que Ortega a cette main sur le club comme Arsène pouvait le faire? À voir. Parce qu'aujourd'hui, au haut niveau, on voit le Real qui est, par exemple, champion. Bon, Zidane avait encore dernièrement la main. S'il sent qu'il n'a plus la main pour le recrutement, je pense qu'il mutera ailleurs. Donc, pour garder la main, parce que c'est aussi à l'entraîneur, bien sûr, c'est le président, le patron qui achète, mais il faut être en accord. Il y a des joueurs qui parfois ont été recrutés que l'entraîneur n'utilise pas, et c'est un manque de coordination, je dirais, au niveau entre entraîneurs et dirigeants, mais les grands entraîneurs dans des clubs de très très haut niveau ont les joueurs qu'ils souhaitent avoir pour faire des résultats. Donc je ne sais pas si l'entraîneur d'Arsenal, Ortega, a la main vraiment sur le président pour pouvoir en faire valider ses choix, parce que l'effectif il s'est quand même amoindri. Le style de jeu a quelque peu changé, mais bon, il était inévitable que, après 23 ans d'Arsène Wenger qui avait fait un gros boulot, il était difficile de retrouver un peu une certaine régularité. Donc là, ils sont un peu dans le trou. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe d'Angleterre? On l'espère. Sinon, l'évidence, c'est qu'il va falloir qu'ils recrutent à l'intersaison, qui revoient leur effectif. Après, il y a des choix qui sont faits. Vous savez, le milieu du football est tel aujourd'hui. Ils ont prolongé Ruiz, qui était l'ancien joueur du PSG, qui pour moi fait pas une super saison, mais il a été prolongé quand même. Donc ça fait partie, je dirais, des interrogations qu'on peut avoir. Maintenant, à eux de tout mettre en place pour revenir à leur meilleur niveau. Mikel Arteta, on voit, il milite beaucoup pour garder l'attaquant gabonais.
Est-ce un bon choix pour Aubameyang de rester à Arsenal qui, on le sait, s'il ne remporte pas la finale de la FA Cup, ne pourrait pas jouer la compétition européenne, l'Europa League. Est-ce que c'est un bon choix à rester à Arsenal? Même si on entend parler de propositions en or. Non, je pense qu'aujourd'hui, Pierre est un peu malgré tout, comme le disait une de vos collègues, Nancy, à la télévision française, il est un peu sous-évalué par rapport à ce qu'il fait ces dernières années. C'est un grand joueur, un grand buteur. Après, moi c'est un peu ce qui me préoccupe, mais la décision lui appartient avec son papa. C'est de durer, c'est-à-dire je pense qu'il est bien à Londres. Maintenant, d'être bien dans sa vie, c'est une bonne chose. Après, sur le terrain, il faut aussi garder ce plaisir et garder l'envie. Je pense que sa décision va tourner autour de pas mal de facteurs, et je pense que dans une dizaine de jours, 15 jours, ça devrait sortir, mais c'est pas l'argent qui tient uniquement le joueur. Il le sait, Pierre, pour durer comme il le fait, pour être performant comme il le fait, il faut avoir un gros mental. Et gros mental, c'est l'environnement de tous les jours, c'est les entraînements, c'est l'environnement du club qui doit aussi le porter. Et lui, Pierre, il n'a pas les moyens, enfin c'est pas son rôle d'aller dire au président il faut recruter un tel et un tel. Pierre-Emerick, il est dans son rôle d'attaquant, de son rôle de star et de grand joueur, donc je pense qu'il doit être en grande réflexion. C'est pas une décision facile à prendre, mais je sais qu'avec l'aide du papa, ça va se faire pour le meilleur. Voilà, le club, les Gourners sont en difficulté, un peu moins pour Aubameyang sur un plan individuel. La saison passée, Aubameyang était co-meilleur buteur avec Sadio Mané et Mo Salah. Cette année, il occupe encore la tête du classement, même s'il n'est pas premier. James Angelo, avec 20 buts, encore. Oui. Il est très constant. James Angelo, vous reprochez beaucoup à Aubameyang de n'être pas présent, décisif. Contre les adversaires, contre les cadors de la Première Ligue. Avant, il y avait oui, mais parce qu'il y a des statistiques qui sont là qui parlaient, enfin qui parlent toujours. Jusqu'à la demi-finale de la Cup, il n'avait marqué aucun but contre Manchester City. Et vous entendez 2 saisons. Justement, j'aurais aimé qu'il se montre davantage décisif contre ces cadors. C'est à travers ces matchs que des clubs d'un niveau supérieur viennent vous chercher. C'est à travers ces performances que les entraîneurs de tous ces clubs-là ont un peu plus de conviction pour venir vous chercher. J'ai toujours pensé que seul un entraîneur vient chercher un joueur parce qu'il en a besoin, parce qu'il veut bâtir son équipe autour de lui. Aujourd'hui, il est à Arsenal. Arteta fait des pieds et des mains pour qu'il re-signe, parce que certainement, il veut bâtir une grosse équipe autour de lui. Maintenant, son doublé en demi-finale contre Manchester City, c'est une bonne chose pour lui. C'est un boost pour lui, pour la confiance, pour la crainte des adversaires là, de Liverpool, de Manchester City, de Chelsea, qui pourraient se dire, ah mais tiens, lui contre les cadors, il est un peu souvent discret. Bon, la prochaine fois, ils feront plus attention. Chelsea, en finale, peut-être, fera un peu plus attention. Et ils se diront plus que c'est les Aubame que nous, on a battu en finale de Europa League il y a quelques mois, 4-1. Et ils se diront que c'est Aubame qui a marqué un doublé, qui a qualifié presque à lui seul Arsenal pour la finale de la Cup. Il a 31 ans aujourd'hui, donc il est à l'âge de, on va dire, la maturité footballistique. Et je ne peux lui souhaiter que le meilleur. Il le prouve individuellement cette saison avec Arsenal. Se regarde de clore la saison, même si elle est ratée au niveau du club, au niveau du championnat, la clore avec un titre en FA Cup et puis retrouver l'Europa League la saison prochaine. Un avis sur... est-ce que vous partagez cet avis de l'opinion qui pense que Aubameyang n'est pas très décisif? Bon, il parlait des stats, pas très décisif contre les grandes équipes de la Première Ligue. Je suis désolé, mais je ne partage pas cet avis. Pierre-Emerick n'a plus rien à... C'est aujourd'hui un des meilleurs buteurs en Angleterre. Il a encore il était meilleur buteur en Allemagne. Je pense que de ne pas marquer quelquefois sur des gros adversaires,
c'est les circonstances qui font parce que ça arrive, mais Pierre-Emerick, il peut déjouer n'importe quel défenseur. Et j'ai regardé le match hier de Paris Saint-Germain-Saint-Étienne, il aurait été à la pointe de l'attaque du Paris, je pense que ça aurait été tout autre match. Saint-Étienne. Oui, on l'a évoqué, l'avenir d'Aubameyang. Dans certains médias européens, on parle de propositions alléchant des dirigeants d'Arsenal pour garder l'attaquant gabonais. Plusieurs chiffres sont avancés et des propositions en or. Certains médias avancent la somme de 280 000 € par semaine, soit plus de 180 millions de francs CFA. Ça donne le tournis. Mais est-ce que Aubameyang doit rester dans ce club? On appelle beaucoup, on voit un peu dans les médias, plusieurs anciens même du club d'Arsenal qui appellent à son départ. Appeler à son départ justement parce que ces anciens-là estiment que Arsenal n'est plus à même de lui proposer des challenges sur la scène européenne. Voilà, d'un joueur de sa trempe. Donc c'est pourquoi cela, si c'était le Arsenal d'il y a 5-6 ans qui allait régulièrement en Ligue des Champions, qui sortait de la phase de poule, qui faisait les quarts de finale, qui faisait des demi, parfois des finales, cet Arsenal-là, avec des grands joueurs autour de lui, Obama, il aurait été très, très, très loin en Europe. Vivre son rêve de Ligue des Champions, parce que vous voyez, il a 31 ans aujourd'hui. Depuis le mois de juin. Il n'a plus 6-7 ans de carrière de haut niveau devant lui. Donc, comprenez que même tous ces anciens-là qui ont vécu les grandes heures d'Arsenal, soit qu'un joueur de Southampton aille plus haut avec un autre club si Arsenal ne lui offre plus cette possibilité-là. Aubameyang terminé avec une Ligue des Champions. C'est le rêve de Patrice Neveu. Bon, moi, j'ai surtout envie qu'il soit bien et qu'il garde cette envie pour la sélection. Parce que c'est vrai que quand tu es bien dans ton club, tu es bien dans ta tête pour venir avec la sélection. Mais je pense que Pierre-Emerick, c'est quelqu'un ce qu'il faut voir par rapport à Pierre-Emerick, c'est sa progression de carrière. C'est revenir à ses débuts et voir un peu comment il est arrivé à un tel niveau. C'est un travail phénoménal. Donc aujourd'hui, le prix que vous formuliez, il le vaut largement. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus payés que lui et qui sont pas obligatoirement, qui sont moins performants. Après, c'est le milieu qui est comme ça. C'est vrai que c'est des chiffres qui parlent et qui sont lourds, mais je pense qu'il peut même avoir plus, sans doute, peut-être ailleurs. Maintenant, si je veux demander au coach, est-ce que vous ne pensez pas que si Obama avait ses intérêts gérés par un Mino Raiola, par un Jorge Mendes, il ne serait pas dans un top club depuis longtemps? Non. Pourquoi? La carrière de Pierre fut une carrière, je dis bien, exceptionnelle. Et pour moi, sans démagogie, la réussite de la carrière de Pierre, c'est l'association de Pierre et son papa. Il est parti jeune au Milan, il a su faire, son papa a su lui faire, et ensemble, il a su lui faire comprendre qu'il fallait retourner à Dijon pour, au début, jouer, marquer 7-8 buts. Et s'il avait eu un gros manager comme vous dites Raiola ou autre, je pense pas qu'il serait penché comme ça sur le côté humain du joueur et que Pierre n'aurait pas fait cette carrière. Donc son papa est, encore une fois, bien sûr que c'est Pierre qui joue, mais on sait aujourd'hui, et ça c'est vrai pour beaucoup de joueurs qui dans mon équipe se trouvent en difficulté ou d'autres un peu moins. Aujourd'hui dans le monde du football, si vous avez un bon manager qui s'occupe de vous, vous avez beaucoup de chance, vous aurez la chance de jouer dans un grand club. Après, un bon manager aussi, c'est quelqu'un qui gère le joueur, qui est à côté de son joueur au quotidien ou chaque semaine. Malheureusement, dans le monde du football aujourd'hui, il y a trop de managers qui ne font que la vente et après il n'y a plus de suivi. Et Pierre a la chance d'avoir son papa à côté. Son papa, c'est quelqu'un de très exigeant. C'est jamais facile les rapports fils-père, mais sa carrière, en tout cas, elle est due aussi à l'association, au mariage des deux, quoi. C'était pas un reproche fait à son papa, non. parce que bon, nous voyons, je ne prends pas pour on a des Messi, on a des Neymar. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a deux. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'il y a le papa de Pierre, il est en contact. Non, le papa, il fait un travail remarquable. Moi, je réponds en logique, comment dirais-je, compétitive, sportive, parce que je connais les qualités. Pierre, comment dirais-je,
c'est pas Léo Messi, hein. Pierre, il a beaucoup travaillé, quoi. Beaucoup travaillé physiquement, beaucoup travaillé tactiquement, techniquement devant le but. Et puis il a un mental étonnant, quoi. Je veux dire, il a toujours cette fraîcheur. Et pour avoir cette fraîcheur, je peux vous assurer que, inévitablement, il doit passer beaucoup de temps à échanger avec son père. Parce que les matchs s'enchaînent tous les 3 jours et le garçon il est toujours présent. Mais bon, c'est les joueurs de haut niveau, hein. Si t'as pas ce mental-là, tu passes pas, quoi. Djibril? Oui, on a coutume de constater que lorsque les Africains brillent en étranger et surtout en Europe, et lorsqu'ils sont buteurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, l'espoir c'est de les voir jouer la Champions League, la remporter, comme ce fut le cas d'Eto'o et un peu plus de Drogba. Il faut quand même dire que Pierre-Emerick est un peu dans cette trempe-là, au vu effectivement de ses performances, non seulement en Allemagne, mais surtout en Angleterre. L'autre préoccupation, c'est effectivement la question de l'opinion sur les performances de Pierre-Emerick. Lorsqu'on regarde les statistiques, il y a une disproportionnalité entre ses performances en club et en équipe nationale. Vous êtes entraîneur de l'équipe nationale, c'est vrai que vous n'avez pas encore un nombre de matchs. Est-ce que cette question vous préoccupe? Elle ne me préoccupe pas, mais votre question ne me surprend pas, parce que c'est vrai pour beaucoup de joueurs de très haut niveau qui évoluent en sélection. Maintenant, moi je travaille dessus. C'est à nous comment dirais-je, le football, c'est de préparer, offensivement, c'est de préparer des actions pour mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions et pour pouvoir marquer un maximum de buts. Mais c'est aussi avoir un collectif solide pour avoir un bloc suffisamment costaud quand on a perdu le ballon. On voit Pierre-Emerick travailler à Arsenal, il fait un gros travail défensif où il laisse pas mal de plumes. En sélection, bien évidemment, on peut inévitablement, bien sûr, l'utiliser beaucoup mieux qu'on le fait, mais moi sur ses premiers matchs avec moi, même si il n'a pas été buteur, il était passeur, et c'est aussi des bonnes performances. Après, laissons faire le temps. J'espère que sur les matchs décisifs, on sera, et lui sera aussi, comment dirais-je, se mettre comme il sait le faire, je dirais, toutes ses qualités pour nous aider à gagner les matchs. Mais c'est un joueur extrêmement important, après qui a des qualités bien spécifiques, et pour l'entraîneur et le sélectionneur que je suis, pour mettre à profit ses qualités, il faut aussi derrière que j'ai un certain nombre de joueurs qui puissent comprendre. Il nous faut un petit peu de temps, et je pense que ça viendra avec le temps, mais c'est pas l'important pour moi est que le Gabon fasse des résultats. Si Pierre-Emerick marque 0,5 buts et on ramène la Coupe d'Afrique, je serai content. Aubameyang, vous avez une autre préoccupation, Djibril? Dans le même cadre, il y a un autre joueur, peut-être que je vais faire encore ça. Il y a un autre joueur qui rentre dans ce cadre-là, qui n'arrive pas depuis plusieurs années à intégrer le groupe Panthère. Pourtant, il fait des très bonnes prestations en club. Il est même parmi les 3 meilleurs Gabonais à l'étranger. Je parlais de Kanga Guelor. Comment expliquer qu'il n'arrive pas effectivement à s'imposer dans le 11 national gabonais? Pour l'instant, moi, depuis mon arrivée, je sais qu'avant, il a eu des moments difficiles. Depuis mon arrivée, que ce soit contre les matchs RD Congo ou l'Angola à la maison, au Gabon, il était performant. Rappelez-vous cette frappe qu'il a mis, au niveau de l'efficacité, elle n'est pas encore totalement là. Mais bon, il joue en Tchécoslovaquie, il est brillant là-bas. Après, moi en sélection, pour l'instant, je suis satisfait de ses prestations. Bon, il a la concurrence aussi derrière lui, hein, il le sait. Et là, c'est peut-être l'occasion pour lui. Il est en fin de contrat dans son club. Peut-être qu'il va muter dans un autre club, et ça va être aussi déclencheur pour lui, pour être aussi peut-être encore avoir des plus en sélection. Mais aujourd'hui, moi, je suis satisfait de ce qu'il m'a fait sur les matchs que j'ai eu à gérer avec lui. Voilà, en championnat, on sait que son club, le Sparta Prague, a terminé à la 3e place et lui-même 3e meilleur buteur avec 12 réalisations. On ne comprend toujours pas pourquoi il est moins bon en sélection. On n'a pas toujours la réponse. On va en Turquie pour parler des Gabonais de la Super League.
Fin de saison également pour Aro Apinangoy, Biogo Poko et Mario Lemina. Sivaspor sur le podium, c'est le club d'Apinangoy. Le défenseur central gabonais a plutôt réussi sa saison, on peut le dire. Oui, il a fait une bonne saison, je dirais. Je pense qu'ils ont tiré par rapport à l'effectif, ils ont tiré le maximum. Et que maintenant, est-ce qu'il va rester au club ou partir? Je pense qu'il est plus en face pour continuer. Mais c'est un joueur costaud, c'est un joueur sur lequel j'ai pu compter les premiers matchs et j'espère que ça durera. Aaron Lapinangoy, une belle saison. Belle saison, première saison à Sivaspor, 34. Plutôt réussi. Voilà, et c'est ce qui est le plus étonnant, 34 matchs, 3 cartons jaunes seulement. Il a joué l'intégralité des 34 rencontres. C'est rare, c'est rare pour un défenseur, vraiment. Chapeau. Les propositions, certainement, le coach dit qu'il est parti pour rester, mais je pense que les propositions ne vont pas tarder à arriver sur le bureau des dirigeants de Sivas. À lui de faire le choix, le meilleur choix possible pour continuer à nous montrer que ce rebond qu'il a entamé depuis qu'il a été parti devant Tono Gaillard, il allait plus bas jusqu'à Laval pour remonter la pente, passer par la deuxième division turque à Umraniespor. Il monte d'un cran, il est à Sivaspor, à 28 ans, il est dans la force de l'âge. Donc je pense qu'il a des moyens de monter encore un peu plus, de franchir encore un palier. Peut-être en rejoignant l'un des quatre gros d'Istanbul, certainement qui viendront taper à la porte de Sivaspor. S'il reste, il jouera l'Europa League, tant mieux pour lui. Mais s'il s'en va, je pense qu'à 28 ans, il peut prendre des risques d'aller ou dans l'un des top clubs turcs ou dans un autre championnat. Encore une fois, c'est un choix, c'est un choix qui lui appartient. L'important, c'est qu'on sait que les matchs sont rapprochés, les championnats sont durs, et que c'est surtout le mental qui importe dans le choix. Donc le mental, c'est de se sentir bien dans le club, d'avoir aussi un salaire qui convient, mais c'est surtout être bien dans les objectifs du club et avoir aussi un entraîneur à côté qui veuille le joueur, parce que c'est pas évident aussi quand vous mutez, si l'entraîneur n'est pas en total accord avec ses dirigeants, ça peut vous causer des problèmes. Donc encore une fois, mais comme vous le dites, avec la saison qu'il fait, sans doute il va avoir des propositions. Après, c'est des garçons qui ont quand même la tête sur les épaules et qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Donc je suis pas inquiet pour lui. Si la fin de saison est une réussite pour Apinangoy, ça l'est moins pour Lemina et Poko, vos deux milieux de terrain qui évoluent aussi dans le championnat turc. On passe à Poko, blessé en milieu de saison, blessé encore en fin de saison. Lemina en difficulté avec les dirigeants. Quel est votre avis sur la saison globalement de vos deux milieux? Mario, qui était à Southampton, a fait le choix d'être prêté à Galatasaray. C'était une bonne décision pour se relancer. J'ai assisté à ses premiers matchs où physiquement il avait besoin effectivement de retrouver un rythme de jeu, un niveau. La saison était bien lancée pour lui. Il jouait à son poste de milieu. Moi j'échange aussi assez régulièrement avec Mario. Pour moi, c'est un joueur qui devrait évoluer dans un championnat supérieur à celui de la Turquie, pour avoir plus d'exigences à son égard et être plus performant. Après, là, il a fini une partie de la saison où il jouait défenseur. Il a pensé que il a voulu servir l'équipe. Il a pensé que l'entraîneur lui demandait un petit peu de sacrifice pour servir l'équipe. Et puis à la fin, ça se termine un petit peu mal. Donc je pense qu'il s'est Est-ce que ce changement de position peut expliquer la tension qu'il y a entre les dirigeants et lui? Parce qu'on ne comprend pas. Vers la fin de la saison, il est capitaine. Donc on vous donne des responsabilités et à la fin vous êtes au banc, pourtant vous êtes titulaire indiscutable. Ouais, je pense qu'il a pas. Après, vous savez, dans les clubs, il y a les dirigeants, les hauts responsables qui observent. C'est quand même un Galatasaray, c'est un grand club, d'accord, mais qui a l'habitude d'acheter les grands joueurs.
de revendre. Il n'y a pas une stabilité au club, quoi. Il n'y a pas une stabilité au club. Donc, est-ce qu'il n'a pas senti venir le coup? Est-ce que après il y a eu un petit couac dans la communication? Bon, il s'avère que là, mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Il va rebondir inévitablement parce que c'est un joueur de qualité. Maintenant, bon, moi j'aurais beaucoup plus de choses à dire, mais en France pour Lemina. On parle surtout de Marseille. Après, souvent, je lui dis, il fallait qu'il se relance, il s'est relancé. Maintenant, il va avoir un choix à faire. Peut-être que, dans son choix, il doit choisir un club ambitieux, pour moi, en Europe, et un entraîneur suffisamment solide qui lui demande beaucoup, parce que c'est un garçon qui peut faire encore beaucoup plus que ce qu'il fait. Oui, Djibril. Coach, il y a une vraie problématique au niveau des footballeurs gabonais professionnels. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les internationaux gabonais, lorsqu'ils sortent du pays, ont du mal à enchaîner 10 saisons au niveau de la performance. Soit c'est des problèmes comportementaux, je veux ouvrir la page Boupenza, ou c'est la paresse, on ne sait pas, mais c'est un constat. Beaucoup d'internationaux gabonais ont du mal à enchaîner 10 saisons au haut niveau. Vous, quand vous êtes arrivé, c'est une information qu'on vous donne, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire un coaching ou même un lobbying pour effectivement accompagner ces garçons? Je prends l'exemple par exemple de Madinda qui était un grand espoir et aujourd'hui, en deuxième division turque. En temps, il a joué Celta avec Vigo. Un club la du coupe milieu n'a pas du été tableau. ascendante et ça met les observateurs de football et même les férus du ballon au Gabon, ça nous inquiète un peu. À votre niveau, c'est quoi la sauce? Je comprends votre question. Moi, je suis très très près de mes joueurs, mais il y a des choses que j'assiste pas à tous leurs matchs. Et normalement, la difficulté, c'est les managers. Certains managers ne font pas bien leur travail. Ils font le transfert et comme je dis, après, c'est des jeunes joueurs. Il y a des tentations, il y a tout un tas de choses autour d'eux. Et puis, il y a aussi l'analyse de leur performance. Pour faire l'analyse de la performance, c'est le manager qui doit faire le point chaque semaine avec son joueur pour lui dire, voilà, sur tel point, peut-être d'améliorer ça, et ça. Et ça ne se fait pas. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et pour les joueurs que vous citez, c'est des choses... voilà, quoi. Pour ça que... aujourd'hui, dans le monde du football, c'est compliqué. Après, vous me parlez logiquement de Boupenza ou autre. Bon, c'est des joueurs qui sont... quand on parle de formation d'un joueur dans un centre de formation en Europe, c'est aussi apprendre des principes comportementaux, des principes réactionnels par rapport à telle situation. On sait que lorsqu'ils sortent, je dirais, du pays, ils ne sont pas obligatoirement totalement formés de ce côté-là, et qu'encore une fois, c'est le manager derrière qui devrait faire le job, et c'est pas fait. C'est des bons garçons, franchement, c'est des bons garçons qui ont un gros potentiel. C'est pour ça que, si vous voulez, le meilleur vivier quand même européen et au monde, ça reste l'Afrique. Après, je me rappelle, vous me parliez d'Eto tout à l'heure, moi je me rappelle avoir rencontré Eto en 2004, il était à Majorque, et il comprenait pas pourquoi il jouait dans un club moyen et des joueurs qui, pour lui, étaient moins forts, jouaient dans un grand club. J'étais à cette époque-là accompagné d'un manager, il a dit, tu changes de manager et tu vas voir que tu vas faire une autre carrière. Il a changé de manager, il a fait une autre carrière. Donc ça tient à pas grand-chose, mais faut être bien entouré. Et ils ne sont pas obligatoirement très bien entourés. Un manager, il propose le club, mais après, il doit avoir la compétence de pouvoir conseiller son joueur. La situation n'est pas meilleure pour beaucoup. On fait le tour de nos internationaux. Beaucoup blessés. Vous avez exprimé votre inquiétude avant le match contre l'Angola. Là encore, vous êtes inquiet? Beaucoup. Il est un petit peu... encore une fois, la décision lui appartient et je lui fais confiance. La problématique, c'est qu'il est en ce moment... c'est pas une problématique, c'est une réalité. Il joue peu.
Donc c'est son entraîneur qui décide, donc la décision elle n'est pas discutable, et qu'à un moment il faut qu'il se positionne par rapport. Il était assez régulier lors de la première phase du championnat, mais après sa blessure, c'était un peu difficile au retour. Il s'est blessé, on sait qu'il y a la concurrence, et après le remplaçant était là. Alors après, l'évidence c'est que la réaction de tout joueur dans tous les clubs, c'est que tout joueur pense qu'il mérite jouer. Mais la réalité, c'est que c'est l'entraîneur qui décide et qu'il faut absolument, comment dirais-je, plier la décision, avoir cette lucidité en fin de saison, de dire, qu'est-ce que je fais, quoi. Est-ce que si je reste, l'entraîneur, s'il reste sur les mêmes convictions, parce que c'est comme ça, il faut prendre la décision. Mais la meilleure pour pouvoir continuer à être performant. Et dans la décision à continuer à être performant, il y a toujours l'aspect salarial aussi. Parce que certains, logiquement, ont des salaires assez conséquents. Partir, ça veut dire peut-être perdre un peu d'argent, mais ça veut dire aussi peut-être jouer. Donc c'est une décision à prendre, et moi je m'inscrirais plus dans la deuxième en se disant il faut absolument que je joue et que je reste performant, même si je perds un peu. Voilà, les Gabonais les plus en vue sont aussi en France, donc direction la Ligue 1. Il y a un retour des entraînements pour Dijon où évolue Bruno Ekwelemanga. Vous avez évoqué tout à l'heure l'âge du joueur. Il remplit avec Dijon. Didier Ibrahim Dong aussi qui reprend les entraînements avec Dijon. Ils ont terminé à la 16e place cette saison. Ouais. La saison a été difficile, mais individuellement, ça va. Didier, là, il s'est quand même bien relancé. Je dirais qu'il a fait une bonne saison. Il a été très régulier. Il a pratiquement fait tous les matchs. Donc, il a le désir aussi de continuer encore avec Dijon. Je pense que s'il fait une saison de la même qualité, il aura l'occasion de rebondir ailleurs. Et Ekwelemanga, il est bien là-bas. C'est un des boss, je dirais, au niveau de l'équipe. Donc, c'est un garçon extrêmement réfléchi qui sait aussi se remettre en question et qu'il ne se fera pas piéger par l'insuffisance que pourrait avoir un joueur par rapport à sa carrière et par rapport à son âge. Il sait très bien qu'il a besoin de donner aux entraînements, de récupérer. Donc je suis pas inquiet pour le garçon. C'est quelqu'un de bien. Denis Bouanga, Saint-Etienne qui jouait hier la finale de la Coupe de France contre Paris Saint-Germain. Vendredi. Vendredi. Non. Vendredi, oui. Qui jouait vendredi la finale de la Coupe de France, perdue 1-0 face à l'Ogre parisien, champion de la Ligue 1. On parle beaucoup de Bouanga, on parle beaucoup de transferts, beaucoup de rumeurs. Denis Bouanga, une bonne saison. Ouais. Parmi les meilleurs buteurs, ce sont les 4e, les 6e, 7e places des meilleurs buteurs, mais il fait grosso modo une bonne saison. Est-ce que vous pensez on parle beaucoup, comme je disais, de transfert du joueur. Quelle serait la destination à privilégier sur le match d'hier contre Paris, il a fait un bon match. Il s'est créé trois occasions. La dernière, sa volée là, sur la 4e, il manque un peu son geste technique, mais je l'ai trouvé solide en plus dans ses duels, dans ses corps à corps. Maintenant, encore une fois, il est sous contrat avec Saint-Etienne. Saint-Etienne ne voudra pas le lâcher non plus à un petit prix. Et là, c'est des propositions. S'il y a une grosse proposition, je pense que Saint-Etienne est à même, parce que c'est de gagner de l'argent avec lui et de racheter un autre joueur derrière. Après, je sais que son entraîneur ne souhaite pas le lâcher. Mais bon, vous savez, au dernier moment, c'est un peu les jeux cachés, quoi. Ça peut vite se décacher et s'il y a une grosse offre derrière, en tout cas, il fait les bons choix aussi, lui. Il progresse et de Nîmes, il va à Saint-Etienne. Saint-Etienne, il fait une grosse saison. C'est bien. Loufilou, la saison dernière, était à Ajaccio. Il n'a pas été conservé pour signer professionnel. Donc là, est-ce qu'il va muter ailleurs ? Mais aujourd'hui, il n'est pas conservé. Obissa a signé son contrat professionnel, mais à Loufilou, ils n'ont pas proposé de contrat. Donc, si encore une fois, les managers ou
moi par une ouverture ou je peux peut-être... mais bon, pour Lofilou, moi j'ai mon idée, il est difficile, c'est un joueur qui s'est pas encore imposé en deuxième division française, donc il est difficile par rapport au marché aujourd'hui de le replacer dans un club de deuxième division française. Donc est-ce qu'il va partir à l'étranger, est-ce qu'il... Voilà, donc ça c'est toutes les interrogations qu'il y a à côté d'un joueur qui est parti un peu tardivement, et certes qui a des qualités, mais sont-elles suffisantes ou pas pour aller au haut niveau? C'est le terrain et l'avenir qui va nous le dire. Dans une récente sortie, vous avez évoqué des nouveaux noms pour intégrer, pour renforcer votre effectif. On a eu l'arrivée des Jim Alina. On parle de plusieurs noms, des jeunes surtout. Par exemple, celui du côté de l'Afrique du Sud, Bongo Mburu. On parle des jeunes Sydney Obissa. Beaucoup de joueurs que vous suivez. Mais quand on vérifie, on remarque qu'ils sont souvent dans des divisions inférieures, dans les pays en Espagne ou au Portugal. Ouais, non, mais ça fait... En fait, j'ai fait l'interview avec votre collègue. Après, le gros titre qu'il a mis en place ne correspond pas du tout à ce que j'ai dit dans l'article. C'est-à-dire, dans l'article, j'ai expliqué clairement que, bien évidemment, qu'il fallait préparer l'avenir, mais l'avenir, c'est en permanence qu'on le prépare, et ces jeunes joueurs-là ne sont pas prêts. J'ai l'œil dessus, après c'est à eux d'être performants, c'est pas moi qui... Donc c'est à eux d'être performants. On peut les aider par rapport à des leviers. Il y a le petit Kevin Mailly que je suis en train d'essayer pour lui trouver une solution, celui qui était à Brest. À Brest, oui. Voilà, mais après c'est aux jeunes de faire leur place. Dire qu'aujourd'hui, je pense qu'Obissa, c'est quelqu'un qui se présente comme un véritable joueur qui peut intégrer mon groupe. Les autres, effectivement, il va falloir qu'ils prouvent sur le terrain, mais tu peux pas aujourd'hui, avec l'ambition doit être là dans la tête des joueurs, mais pour aller chercher la place de Pierre-Emerick ou de Mario Lemina, c'est pas dans 6 mois, quoi. Après, à eux de travailler, à me montrer qu'ils ont le niveau. Donc la relève, elle va se faire, elle se fera naturellement. Je voudrais revenir par rapport, puisque peut-être j'aurai pas l'occasion d'en parler, par rapport à Boupenza qui est en difficulté à Bordeaux. Bon, pour dire la vérité par rapport à ce qui se passe, Bordeaux est un club qui est quand même en difficulté au niveau organisationnel. Là, dernièrement, il y a 2 jours, ou hier, quoi, ils ont changé de directeur sportif. C'est Ramé qui reprend le rôle de directeur sportif. Il y a de l'instabilité au niveau de la direction. Et c'est un club qui essaie un petit peu on va dire, de faire quelques économies en libérant des joueurs. Bon, il s'avère que le joueur Aron, que moi j'ai découvert il y a 1 an, a un passé quand même avec quelques erreurs qu'il a dû commettre. On peut pas le nier. Par contre, par rapport à la situation présente là, la lumière sera faite dans la semaine, sous 8-10 jours. Il n'a rien fait, comment dirais-je, il a suivi les entraînements, il était extrêmement discipliné. Après, moi, je ne peux pas dévoiler la confidence, mais la lumière sera faite, et Bordeaux est en train, comment dirais-je, un peu de chercher une solution pour se séparer du joueur. Mais je pense qu'il ferait mieux dans la mesure où le coach avait décidé de l'emmener dans les 28 au stage. Il aurait été plus facile de dire, écoute, tu rentres pas dans le groupe. Là, Aron allait partir en déplacement. Il était dans le bus pour partir, donc le coach avait décidé de l'emmener, et c'est un dirigeant qui est venu le chercher pour lui dire, écoute, tu vas pas partir en stage. Donc c'est un manque d'organisation, ça correspond pas à l'image que je peux avoir des Girondins de Bordeaux, et que si le joueur avait failli à quelque chose, eh ben il fallait pas le laisser monter dans le bus. Donc ça veut dire qu'il y a des désaccords. Mais bon, malgré tout, Aron doit rester lucide. Les matchs qu'il a pu faire avec nous, il a été correct. Hein, il a marqué des buts, il a été correct. Il doit aussi comprendre que les qualités intrinsèques, c'est bien, mais mentalement, il faut être à la hauteur dans le milieu. Il y a des choses à ne pas faire.
et que les erreurs du passé doivent lui servir maintenant. Maintenant, quant à la situation d'aujourd'hui, moi je demande à tout le monde de rester, c'est pas d'effacer sur tout ce qu'il a fait, mais de rester calme et d'attendre la vérité par rapport à cette histoire. On ne l'a pas évoqué, c'était l'objet de notre troisième sujet, la question des gardiens de but. Pour être complet sur la revue de l'effectif de Patrice Neveu, un mot rapidement sur vos gardiens de but. Oui, Famezu qui vient de signer et Donanze qui vient de signer, qui va à Maniama en RDC. Ouais, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il m'a appelé quand il a eu le contact, demandé ce que j'en pensais. Il a tout à fait raison. C'est bien pour nous. C'est bien pour nous, c'est bien pour lui. Après, oui, on a une déficience en nombre de gardiens. Il va falloir absolument y renouveler y remédier rapidement, plutôt, excusez-moi. Mais ça passe par un championnat qui joue, quoi. Il faut absolument, comme je l'ai dit, que j'arrive à sortir 2-3 gardiens, 2-3 jeunes gardiens, les faire partir en Europe pour se former et préparer la relève, parce qu'on est trop court de ce côté-là. Pourquoi ? Comment dire, le poste de gardien est un poste spécifique. On sait que pour former des grands gardiens, c'est une grosse école et c'est un gros travail. Les qualités naturelles, jusqu'à un certain âge, ça va, mais après il faut comment dirais-je, il y a besoin d'autre chose, et qu'on n'a pas l'avenir de ce côté-là n'a pas été préparé, et qu'il y avait Didier qui est toujours à la recherche d'un club. Voilà, qui était là et qui tenait magnifiquement, qui a fait tant de matchs avec la sélection. Et puis, ça a préoccupé personne, quoi. Je veux dire, les gens qui étaient en place se à la sont dit. Relève. Et la relève, il faut toujours prévoir. Surtout à ce poste-là, qui est un poste, vous pouvez avoir une grosse équipe, si vous n'avez pas un grand gardien, c'est un poste qui est déterminant. Donc, il y a Amon en Afrique du Sud là, qui va jouer aussi. Ouais. Donc, mais il n'empêche qu'au niveau local, il faut travailler dessus, mais pour ça, il faut que ça joue, quoi. On a un jeune qui s'est expatrié trop tôt à mon goût, parce qu'il était un ancien gardien ici de l'équipe nationale cadette U17. Junior Nubi Futso, il se trouvait en France. Est-ce que formé à Mounana. Vous avez des nouvelles? Oui, j'ai des nouvelles. Il a du mal à percer. Il a du mal à percer, il est deuxième ou troisième gardien dans son club. La concurrence, c'est au niveau des... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, chaque année, il y a un certain nombre de joueurs qui rentrent dans tous les clubs, et la formation, elle est solide. Et il y a un paquet de joueurs, de jeunes joueurs de 18-19 ans qui sont à la porte de jouer en Division 2. Gardien de but, il n'y a qu'un poste, quoi. Il y en a beaucoup qui se retrouvent malheureusement sans club, donc... Mais bon, avec les qualités naturelles qu'un jeune Africain ou qu'un Gabonais peut avoir, il peut aussi faire sa place. Et le Bénin a un bon gardien qui joue à Niort, donc il faut absolument, je pense, sur le football local pour en faire partir et qu'ils puissent continuer leur formation. Vous avez proposé d'envoyer des joueurs chaque année, tenter Oui. d'envoyer des jeunes gardiens. Chaque année, il faut déjà que le championnat se joue. Voilà. C'est la fin de ce numéro 2 de Gabon Sport, que vous pouvez réécouter toute la semaine et suivre sur la chaîne YouTube de Radio Gabon. Comme Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères, nous suivrons l'évolution de nos footballeurs d'ici et d'ailleurs. Les journalistes James Angelo Lundu de l'Union et Djibril Wanya de Nour TV. Au menu de la semaine prochaine, clin d'œil sur les joueurs gabonais et la destination Turquie. À la technique, Julien Makita. Moi, c'est Frédéric Nancy Pagna. Merci d'avoir été et de rester à l'écoute de Radio Gabon La Référence. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous.